Bonjour et bienvenue dans l'interview du Z, façon podcast. Aujourd'hui nous accueillons Félix Valla qui va nous parler de son tout nouveau projet, de ses activités et de ses engagements. On parlera également de sa vision du tourisme, de cohabitation, mais aussi de durabilité. On vous souhaite une très bonne écoute. Bon, alors bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Bonjour à toi Félix, je sais que tu vas rentrer en France, on en discutait à l'instant. Juste pour cette interview, effectivement, j'avais un meilleur réseau. Juste pour nous en Ouais. exclusivité, ton retour en France, c'est génial. Alors, on est ravis de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On a pour habitude, quand on présente des invités, de voir un petit peu les points en commun qu'on peut avoir. Alors cette fois-ci, je ne vais pas dire que je suis une grande fan de serpents, pour ceux qui te connaissent. Peut-être que ça va changer. En revanche, il y a bien un point commun qui nous lie tous avec Together, c'est la transition et la volonté de toujours faire mieux. On s'attarde maintenant un petit peu à ton parcours. Durant la dernière année de ton école de commerce à Lyon, tu as décidé de réaliser un stage en Namibie, lieu que tu ne quitteras quasi plus, puisque tu y résides encore. Après avoir travaillé en tant que guide à tes débuts et consultant dans différentes entreprises qui ne correspondaient finalement plus à tes valeurs ni à tes envies, tu as décidé en 2012 de créer ton ONG qui s'appelle Tosco et qui a pour but principalement de réduire les conflits qui peuvent exister entre les hommes et les animaux, mais aussi de sensibiliser la population locale à l'environnement. Un an plus tard, puisque l'un ne va pas sans l'autre, comme tu dis souvent, tu crées Eco Safari qui propose des voyages d'immersion en pleine nature. Et aujourd'hui, tu te lances dans une toute nouvelle aventure que tu vas nous expliquer tout de suite si tu le veux bien. Comme ça, on commence là-dessus. En quoi ça consiste exactement ton nouveau projet? Et déjà, est-ce que je n'ai rien oublié? Est-ce que j'ai fait un bon résumé? Donc merci pour l'intérêt, merci pour l'invitation, merci à tous les gens que je vois se connecter, Angie, Ralph, Tatiana, Bénédicte, Audrey, Lucie, Sergio, bonjour à tout le monde. Oui, forcément, c'est dur de résumer 15-16 ans en Namibie en quelques phrases, mais merci, tu l'as assez bien fait. Effectivement, mon ONG Tosco, je l'ai créé en premier, surtout parce que je trouvais que le tourisme consommait plus qu'il ne protégeait, qu'il ne conservait. Donc j'ai créé Tosco pour essayer un peu de compenser, de rétablir l'équilibre. Et il fallait bien le financer. Donc, dans la foulée, j'ai effectivement monté Eco Safari Namibia, qui est donc un réceptif touristique qui propose non seulement une immersion en pleine nature, une déconnexion par rapport à l'hypercommunication et un retour un petit peu à la nature vierge et brute, une reconnexion à la nature contre une déconnexion technologique, une itinérance douce, double nuitée, triple nuitée, donc vraiment faire évoluer le tourisme vers un voyage d'expérience. Et ça, c'était en 2013. Et il y a 3-4 ans, j'ai diversifié mon activité déjà avec les tournages et les films documentaires. Donc ça, c'est tout un secteur d'activité qui m'a vraiment permis de continuer à travailler durant la crise du Covid. Parce que comme c'est un secteur professionnel, les gens ne sont pas en vacances, ils doivent continuer à bosser. Donc, ils sont quand même venus, malgré les motifs impérieux, malgré les auto-isolations. Donc, heureusement que j'ai pu développer ce secteur-là il y a déjà 3-4 ans parce que ça m'a permis de survivre à la crise jusqu'à maintenant. Donc, Eco Safari, il y a une partie média, film, fixeur et une partie voyage. Ça, c'est en Namibie. Et suite un petit peu à l'engouement, à la reconnaissance, au petit succès d'Eco Safari Namibia, depuis un an, je travaille sur le lancement d'une plateforme multidestination sur ecosafari.com qui est un peu une communauté de réceptifs qui peuvent se retrouver sous ces valeurs d'engagement pour vendre un voyage d'expérience avec des engagements éco-responsables tels que la compensation carbone sur place, tels que le respect d'un tourisme responsable, tels que le financement automatique par chaque voyage d'une ONG de conservation locale. Dans mon cas, c'est Tosco en Namibie, mais ça peut être n'importe quelle organisation dans le monde. Et aussi effectivement une sensibilisation du public sur mesure. Mais toi, tu parlais des locaux, mais c'est aussi beaucoup des touristes. Et donc, j'invite du coup, ça va pas tarder, avec Thomas, on va transmettre à tous les membres de Together cette invitation à rejoindre la communauté Eco Safari, qui va être la promotion de voyages nature dans le monde. Safari, c'est un mot qui veut dire voyage en swahili, voyage dans la nature.
Et donc, j'estime qu'en fait, on peut faire des safaris dans la nature, dans le monde entier, que ce soit au Spitzberg, que ce soit dans les Andes, en Amérique latine, dans la barrière de corail d'Australie, autant qu'en Afrique australe. À aucun moment dans la notion de safari, puisque moi je pensais vraiment qu'un safari c'était lié à aller voir les animaux dans leur vie sauvage. À aucun moment, du coup, la notion de safari, elle renvoie à voir la faune sauvage. Si. Quand je parle de destination nature, c'est effectivement, comme je l'ai dit, aller voir les ours blancs au Spitzberg, le puma dans la cordillère des Andes, le léopard au Botswana, l'aquafaune dans les barrières de corail. Donc effectivement, ça restera un voyage nature. C'est vrai que c'est très connoté Afrique forcément, mais on peut faire un safari dans le monde entier tant que c'est dans la nature, que c'est en petits groupes, que c'est réfléchi aussi sur l'impact. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu réduis ton impact parce qu'on a vu que il y a beaucoup lié à la connotation de safari en 4x4, donc tu as parlé de compensation carbone. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toutes les actions que vous menez pour réduire votre impact environnemental? Toutes les actions et tous les engagements, c'est vrai que c'est important parce que le terme éco, ça a tellement été galvaudé, surutilisé, mal exploité que maintenant c'est presque une connotation négative. On l'a tellement mal entendu ce mot que c'est un peu l'autre tranchant de la pièce. Donc il faut être cohérent dans son discours. Déjà, je trouve que depuis quelques années, il y a un peu ce qu'on appelle le long travel bashing, c'est-à-dire qu'on culpabilise un petit peu les gens d'aller au bout du monde, voir les endroits sauvages parce qu'au final, ça les pollue, ça les fait connaître. La pollution en avion pour y aller. Et donc, moi, déjà, je trouve ça important de remettre un peu les choses dans leur contexte. Moi, en tant que réceptif, et je pense que beaucoup s'y reconnaissent dans les membres de Together, le voyage long courrier, bon, déjà, ça représente moins de 10% des émissions carbone dans le monde, donc c'est important, il ne faut pas non plus se tromper d'ennemis. C'est pas ça le premier problème. Et en plus, ça peut se compenser. C'est surtout que le tourisme longue distance finance et protège les aires naturelles. Sans le tourisme, il y aurait beaucoup moins de parcs nationaux, de réserves naturelles privées. Ce serait reconverti en prairies d'élevage ou en d'autres moyens de subsistance pour les populations locales. Donc le tourisme, voyager, c'est déjà un acte responsable en soi parce qu'on finance des aires protégées dans le monde. Et en plus, ça améliore le niveau de vie des locaux. Ça fait le pays où il y a le plus de tourisme, il y a le seuil de pauvreté est beaucoup plus bas. C'est-à-dire que en ayant du travail, du revenu, on sort de la pauvreté, on éduque ses enfants, on braconne moins, donc c'est aussi une protection envers la vie sauvage. Et en fait, voyager long courrier, c'est plutôt un acte éco-responsable en soi, d'autant plus si c'est bien fait que aller pourrir un endroit au bout du monde. Mais voilà, il faut garantir que ce soit bien fait. Pour que ce soit bien fait, d'un côté, c'est effectivement paradoxal parce que 5 4x4 de 10 personnes, ça polluera toujours plus qu'un bus de 50 personnes. On a toujours tendance à croire que finalement, le tourisme de masse, c'est celui qui pollue le plus, mais en même temps, il concentre un petit peu les effets. Donc, c'est d'autant plus important de fournir aux gens une expérience sur mesure de petits groupes où on contrôle l'impact sur place, où on peut utiliser des hébergements de faible capacité qui consomment très peu d'eau, qui sont en énergie renouvelable, qui sont en partenariat de propriété avec les communautés locales pour que l'environnement soit une source de revenus et d'opportunités plutôt qu'une menace pour les communautés, pour les encourager à les protéger. Donc, ça va être un ownership local et non pas de grandes chaînes d'hôtels internationales. Donc, tu choisis tous tes hébergements pour les safaris, tu les choisis tous un par un parce qu'ils sont justement pas des chaînes hôtelières. Tu respectes une espèce de charte interne. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors bien sûr, ça peut s'adapter, ça doit s'adapter à chaque pays. C'est plus ou moins possible selon les pays, mais il doit y avoir au moins un tiers du voyage qui est effectué en hébergement communautaire. Il y a des pays où c'est pas possible, des pays où c'est possible tout le long du voyage. Donc on va s'adapter aux réalités locales. La compensation carbone sur place, elle peut se faire via des projets locaux, mais si ça n'existe pas, on peut le faire avec d'autres pays. Chaque pays a sa propre charte du tourisme responsable. C'est vrai que c'est bien, il existe des trucs avec l'ATD, Agence du tourisme durable, je pense en France, mais c'est, je trouve, pas assez poussé, pas assez engagé. C'est des grandes règles globales qu'il a fallu faire pour que tout le monde s'y retrouve, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin dans les engagements. Ça va être le traitement des déchets. Donc j'ai un peu toute une charte que j'envoie aux gens, qu'ils adaptent à leur réceptif local et qui leur permet d'avoir le label Eco Safari, qui est un logo protégé en France et aussi dans d'autres pays dans le monde,
qu'ils peuvent apposer sur leur site internet, sur leur brochure, sur leur circuit. Ok, super. Et la compensation carbone, vous faites pas du tout, j'ai lu sur ton site internet des plantations d'arbres, des choses comme ça. Est-ce que tu crois vraiment que ça peut contribuer à limiter son effet ou pas trop? Nous, on Ouais, sait enfin, il y a le pour et le contre, quoi. Donc, ouais. quel est ton avis là-dessus? Oui, alors c'est un avis de novice. Je suis pas un professionnel. Je pense que c'est un bon premier pas qu'il faut prendre. Je sais que depuis qu'on a pris ce premier pas-là, on s'est rendu compte que tout n'était pas rose dans la compensation carbone, mais je pense qu'il l'est plus que de ne pas la faire du tout. Et encore une fois, c'est un processus, c'est quelque chose qui prend du temps. Effectivement, on parle aujourd'hui que les énergies solaires, finalement, ça pollue autant que le reste. C'est possible dans l'état actuel des choses, mais tant qu'on n'aura pas fait une transition un petit peu en masse, on ne fera pas les économies d'échelle qui nous permettront de passer au deuxième échelon. Et je pense que ne serait-ce que pour la prise de conscience, pour le symbole de la compensation carbone, c'est déjà suffisant. C'est une assez bonne raison pour déjà commencer. Maintenant, c'est vrai que c'est pas parfait, mais je pense que c'est en le faisant qu'on apprendra à que ce soit non pas parfait, mais au moins mieux. Donc effectivement, ça ne se résume pas que à la plantation d'arbres. Je pense que c'est un mouvement vers un futur plus vert. Ça peut être le remplacement de chauffage ou de four par source fossile par justement l'énergie renouvelable. Il y a plein d'autres sortes d'engagements de compensation carbone que juste la plantation d'arbres. Et un point de vue juste commercial, est-ce qu'il y a des choses que tu refuses de faire quand un client a une demande dans ton réceptif en Namibie, je sais pas, faire un vol en hélicoptère ou des activités très polluantes? Est-ce que toi, tu t'es fixé des limites, j'imagine, de certaines Oui, activités que tu veux pas réaliser? oui. Alors là, pour l'instant, je parle que par rapport à ce que je connais, c'est à Namibie. Je me permettrai assez difficilement de dire à un réceptif au bout du monde dans un pays que je connais pas ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit pas faire. Mais en tout cas, l'exemple qu'on essaie de donner ici, c'est que par exemple, on va pas aller dans des endroits avec des animaux en captivité qu'il faut nourrir. Parce que finalement, ça encourage la captivité et ça encourage aussi le message que les animaux sauvages peuvent être tes amis, ce qui n'est pas forcément le cas par rapport aux gens qui cohabitent avec. Et ça n'envoie pas le bon message pour nous. Donc c'est vrai que nous, on ne va pas envoyer des gens qui veulent visiter des cheetah feeding ou des endroits où les animaux ont été captifs, même si derrière, il y a toujours une belle histoire de orphelins, de sauver la vie et tout ça. Au final, ça reste quand même un business qui encourage la captivité et c'est pas ce qu'on voilà par exemple une activité qu'on fait pas. On fait pas non plus là où on nourrit les animaux sauvages. En Namibie, il y a pas mal de croisières en kayak et en bateau où ils nourrissent par des poissons les otaries pour qu'elles puissent monter au bord du bateau. Et ça, pareil, c'est pas le bon message. Ça viendrait à personne l'idée d'envoyer un steak dans la savane pour faire venir un lion. Donc, on fait pas pareil avec les animaux marins. Donc, il y a aussi ce concept de nourrissage d'animaux sauvages. Il y en a d'autres, mais c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Quel conseil tu donnes justement à ces populations locales pour bien cohabiter avec la faune? C'est plutôt eux qui me donnent des conseils. Hein. D'accord. Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils te donnent comme conseil? C'est intéressant en fait, Ah oui, de oui. l'échange que vous pouvez avoir du coup. Oui, oui, c'est passionnant. Et d'ailleurs, j'ai appris un peu dans la douleur parce que je suis arrivé un peu avec mes idées d'occidentaux où l'Afrique était un peu une carte postale et j'essayais de lier ce fantasme de carte postale à la réalité et que forcément pour moi c'était criminel d'attaquer ou de tuer des prédateurs, des lions, des éléphants, des dangers. Et en fait, en discutant beaucoup avec les gens, j'ai beaucoup appris de leur part que d'une part, ils n'avaient aucune leçon à recevoir d'un occidental qui avait quasiment tout décimé chez lui, parce que quand tu parles avec quelqu'un qui a un lion dans son jardin, il va te demander, et toi, comment ça se passe avec tes ours et tes loups? Non, mais pas trop bien. Et moi, je travaille dans des zones qui sont hors parc national, où il y a toute une faune sauvage qui évolue hors parc, hors réserve, et que ça, on a tendance à penser que l'Afrique est un grand parc national, en fait, où les gens n'ont pas forcément des droits, mais les animaux passent en premier. Or, en Namibie, il y a les réserves privées, il y a les parcs nationaux, et il y a les zones communales qui représentent une très grande partie du pays où moi je travaille beaucoup, où les gens qui ont des animaux sauvages qui passent, ils vont te dire, mais Félix, si tu aimes tellement les lions, ou tu vas le voir dans un parc à côté, le parc des Tosha, ou tu le prends dans ton jardin. Mais tu ne me demandes pas à moi d'avoir un lion chez moi parce que ça te fait plaisir d'emmener tes touristes le voir. Ou alors tu me payes très très cher, et à ce moment-là, peut-être qu'on peut en reparler. J'ai assez vite comparé le lion et l'autoroute. C'est super,
tout le monde veut la prendre, mais jamais dans son jardin, quoi. Et bon, c'est une analogie qui est un peu étonnante de voir un lion mais bon. C'est drôle, c'est intéressant. Moi, je me comprends. Et donc, c'est plutôt eux qui m'ont appris. Et moi, je trouve ça tellement courageux, tellement intelligent de leur part de faire le pari de la cohabitation, mais à condition qu'on leur fournisse les outils de transformer cette menace pour eux en une opportunité, que grâce à la cohabitation, ils vont vivre mieux, qu'ils vont pouvoir avoir différentes sources de revenus, de rythme d'économie, que ce ne soit pas que l'élevage subsistance, que s'il y a la sécheresse pendant 3-4 ans, ce qui est maintenant le cas, ils aient le tourisme. Voilà, malheureusement, ils ont un peu double peine parce qu'avec le Covid, ils ont pas non plus le tourisme. Mais ils font des choix qu'en France, on serait incapable de faire. Donc, c'est plutôt une inspiration d'être près de ces gens-là. Par contre, moi, mon travail d'éducation et de sensibilisation, c'est auprès des voyageurs. Justement, quel conseil tu reçois des locaux? Parce que tu as fait un lien qui était hyper intéressant dans une de tes précédentes interviews où tu as dit que nous, on pouvait très bien avoir des essaims d'abeilles proches de chez nous et qu'on avait envie de les fuir et que eux, en fait, on leur jetait un petit peu la faute à ces locaux-là de vouloir se défendre contre un lion qui sont sur leur terrain ou en tout cas lorsqu'ils se sentent en danger. Ouais. Cette comparaison avec chez nous, elle est quand même présente. Elle est aussi présente, par exemple, pour les loups qu'on peut avoir avec les moutons. Qu'est-ce que eux ils te donnent comme conseil et qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que nous, on peut en retenir ici en France pour mieux s'adapter justement? On a ce qu'on appelle le concept de la gestion communautaire des ressources naturelles. C'est qu'en fait, il doit y avoir un sentiment de propriété. L'État doit laisser au moins l'usufruit de l'animal pour les locaux. C'est-à-dire que l'animal n'appartient ni aux touristes qui viennent du bout du monde dans des leçons, ni à un mec dans un bureau à la capitale, mais que l'animal leur appartient, qu'ils ont le droit de vie et de mort sur l'animal, et que déjà ça, ce sentiment de propriété, tu vas être beaucoup plus tolérant si quelque chose t'appartient, ne serait-ce qu'en partie, et que tu peux en tirer des bénéfices directement. Si par exemple, je sais pas, tu as un enfant qui fait de la petite délinquance, qui va casser une boîte aux lettres, eh ben ça reste ton fils, donc tu vas quand même le tolérer. Si c'est un type que tu connais pas, tu vas l'envoyer à la police direct. Et donc déjà il y a déjà une grande leçon que l'État doit non seulement être beaucoup plus inclusif dans le processus de réensauvagement, de réintroduction, donner aux gens les vraies informations, mais aussi leur donner une propriété, leur dire, au final, c'est vous qui êtes en première ligne, donc c'est vous qui décidez quoi faire avec cet animal-là. Et si vous voulez en tirer des bénéfices, on va vous fournir tous les outils que l'on peut pour cela. Et ça a été le rôle de mon ONG TOSCO, qui veut dire Tourism Supporting Conservation. Il y a un reportage que j'ai fait avec Hugo Clément qui a été tourné en avril, qui va sortir en octobre là-dessus, justement. Donc, je vous enverrai le lien. Où lui, qui avait aussi un peu un grand discours écologique, anti-chasse, un petit peu primaire des fois, s'est rendu compte qu'en fait, il y a des villages qui n'ont rien demandé à personne, qui ne sont pas dans des parcs ni dans des réserves, et que le choix de la cohabitation, il est vraiment crucial, très important, et qui n'est pas pris à la légère, quoi. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, au final, la vie humaine doit passer avant tout, et là, je pense aussi que la conservation ne peut jamais se faire si l'homme n'a pas envie. Si c'est de force. Ça doit être un choix positif et réfléchi à la base. Est-ce que du coup, ça pousse pas les populations à domestiquer les animaux sauvages, entre guillemets, ou ça, c'est pas un problème en Namibie et on peut avoir des lions comme on a des chiens dans nos jardins en France? Non, personne ne veut avoir un lion domestique, surtout les gens qui n'ont pas les moyens de le domestiquer. S'il passe et qu'il repart, le plus vite, le mieux, quoi. Non, il n'y a pas de risque de domestication. Ces animaux, alors là, je parle surtout des prédateurs, donc lions, léopards, hyènes et éléphants. Parce que l'éléphant s'approche autant des maisons aussi. Ouais. Autant des maisons, parce qu'on est dans des zones hyper arides où rien ne pousse. Donc, comme dans tous les pays où rien ne pousse, le seul économie de subsistance, c'est l'élevage, le pastoralisme. Et donc, il faut un point d'eau pour les bêtes, pour les chèvres et pour les vaches. Et donc, les éléphants qui vivent dans ces zones hyper-arides-là et dans le désert vont être attirés par le point d'eau de la ferme. Donc, ils vont venir très régulièrement. En saison sèche, ça va être une fois toutes les 24 heures, passer pas mal de temps à boire au point d'eau du fermier au sein du village. Mais du coup, ils peuvent pas non plus avoir un petit potager parce que les éléphants vont aussi être attirés par le potager. Et tout ça, moi, c'est une réflexion qui m'est arrivée, en fait, quand j'ai commencé à guider, où je passais beaucoup de temps à pister les éléphants, et un soir, je les ai trouvés justement qui allaient boire au village,
Et là, je me suis rendu compte que c'était une super nouvelle pour moi et mon groupe de touristes, mais une très mauvaise nouvelle pour les locaux à côté. Et je trouvais que ça crée un déséquilibre qui n'était pas sain, qui n'était pas normal. Et ça a été un petit peu le début de mon engagement, qui a fait que d'une part, j'ai démissionné des boîtes pour lesquelles je travaillais qui ne participaient pas à rétablir cet équilibre-là. Et ça a mis un peu un grain de sable dans la machine qui m'a fait beaucoup réfléchir, où je me suis dit que le tourisme, en fait, doit être un outil à la protection de l'environnement et non pas une menace ou une consommation. Et justement, vu que tu penses beaucoup aussi aux locaux, et c'est super, je pense, parce que le touriste, en fait, ne doit pas non plus venir dénaturer tout, la culture, en tout cas. Vu que toi, tu accueilles beaucoup d'émissions, en tout cas, tu réalises aussi des émissions, tu gères comment ce coup de boost qu'il peut y avoir? Enfin, quel est ton avis sur ce coup de boost sur les destinations, cette médiatisation qu'il y a? Ouais. Je pense que c'est pas facile, c'est, un sujet qui est un peu tangent parce qu'on a envie, en fait, de faire voir, ce qu'il y a à voir, aux voyageurs. D'un côté, on a envie de préserver aussi un peu la population locale. Comment tu procèdes, toi? Ouais, très bonne question. En fait, je crois assez peu aux extrêmes, c'est-à-dire que je pense que tout est question, je pense qu'il n'y a pas plus radical que la nuance, finalement, que si on veut s'engager de manière sérieuse, c'est dans la nuance. Que s'engager dans les extrêmes, je trouve qu'en fait, c'est la facilité, parce que ça ne prend pas en compte toute la complexité des problèmes. Alors moi, je fais assez peu de films documentaires animaliers sur du côté ethnologie. C'est surtout animalier. Mais si par exemple tu fais référence à des émissions comme Rendez-vous à Terre Inconnue, qui se sont passées en Namibie avec la population Imba, c'est vrai que d'un côté, ça a fait exploser les standards de téléphone des agences qui ont dit on veut faire comme Muriel Robin, on a vu ça à la télé. Il y a eu un effet négatif de visite de villages sauvages, de gens qui sont incrustés, qui ont dénaturé, qui ont dérangé le mode de vie, le rythme des villages, qui ont des choses qui n'existaient pas avant. Il y a eu un impact négatif. Par contre, ça a aussi permis de faire connaître cette ethnie Imba, qui à l'époque avait un gros problème ils voulaient faire un barrage dans la région où ils avaient des cimetières. Ils ont une relation aux morts qui est extrêmement importante. Et du fait que c'est devenu un peuple connu grâce à cette émission-là, leur voix qui s'est opposée à ce barrage a été suffisamment grande pour que le gouvernement les prenne plus en considération. Donc ça a coûté cher d'un côté, mais ça a aussi permis d'autres choses. Donc encore une fois, ça va se jouer à tâtons, à essayer de faire au mieux. Mais je suis assez frileux avec le tourisme ethnique, et aussi les reportages télévision, surtout télévision. Je fais la nuance entre ce qu'on appelle la télévision et les films documentaires, et les émissions de télévision. C'est souvent les clients qui veulent faire le maximum pour le moins de budget dans le moins de temps possible. Et ça, c'est pas des bonnes conditions de travail. C'est un peu comme ce qu'on a aujourd'hui avec certains touristes qui veulent tout faire, qui font le tourisme comme ils font leurs courses, le moins cher possible, le plus de produits dans le moins de temps imparti. Et donc ça, c'est pas du tout la clientèle qu'on a envie de développer, c'est pas du tout le voyage d'expérience dont on parlait. Mais là, encore une fois, je pense que l'appropriation du sujet et des bénéfices par les ethnies qui sont filmées sont essentielles. C'est-à-dire que ces gens-là doivent être intéressés, doivent être inclus dans la partie éditoriale, écriture, et doivent aussi bénéficier des revenus ou du profit du film. Ils doivent faire partie intégrante du truc et non pas juste être utilisés. Et je pense que ça change complètement l'expérience pour eux et pour les gens qui filment. Est-ce que là, à l'heure actuelle, ça se passe comment du coup on appelle ça des living museums, hein, c'est ça, où tu vas visiter un village et nous, moi, ça me choque un petit peu de dire qu'on met en scène à ce point des locaux et une population, mais pour eux, il y a vraiment des bénéfices ou à l'heure actuelle, c'est juste qu'ils sont plus exploités ou Aurore, elle me racontait qu'il y avait certains villages en Amérique du Sud où en fait les gens arrivaient dans le village le matin, s'habillaient en tenue locale et repartaient le soir en vivant une vie. C'est ce décalage-là, moi, ça me choque un petit peu. Est-ce qu'en Namibie, c'est pareil ou est-ce que c'est vraiment une population qui bénéficie de ça Ouais, ben, très très bonne question. Déjà, tu vois, la question, la manière dont tu l'as formulée, c'est on leur fait faire un living museum. Alors justement, pas du tout. C'est eux qui décident de le faire. Déjà, okay. Ça change beaucoup de choses. C'est eux qui décident plutôt que des vrais villages subissent l'effet négatif de visites impromptues, envahissantes, qui cassent le rythme d'un vrai village. Ils ont décidé de créer un village factice à côté, avec les mêmes traditions,
les mêmes choses à voir, mais un village qui est fait pour supporter les effets négatifs sans que ça entache la vraie vie. Et donc, d'une part, ça va protéger les autres villages, les vrais villages. D'autre part, le touriste, il va voir la même chose, c'est-à-dire que ce sont des gens qui vivent comme ça dans leur vraie vie à côté. Il n'y aura pas ce sentiment de voyeurisme pour dire bah tiens, ça te dérange pas, je prends une photo, arrête de faire du beurre avec ton truc, viens poser avec moi. Les gens sont là pour ça, ils se sont libérés du temps pour répondre à cette demande-là. Et en plus, effectivement, ils sont payés pour ça, donc ça valorise leur culture en minimisant les effets négatifs. Et c'est vrai que du coup, on peut se dire oui, mais du coup, c'est pas vraiment authentique. De toute façon, dans quel monde tu as une rencontre authentique pendant 1 heure alors que tu as un appareil photo tout le temps devant tes yeux avec quelqu'un? À la base, je pense que c'est pas plus authentique de faire ça dans des villages non démonstratifs. Et les gens, souvent je parle avec l'IMA parce que j'ai développé ça avec eux. Ils disent nous on connaît pas les touristes, on connaît que leur objectif parce que c'est ce qu'ils mettent en permanence entre eux et nous. Ils font ça pendant 1 heure, ils prennent des photos et en général ils pensent plus à raconter l'histoire quand ils vont rentrer plutôt que d'essayer d'apprendre quelque chose vraiment sur place. Je me rends bien compte, moi, c'est soit je fais ça, si les gens n'ont qu'une journée, je recommande ces villages de démonstration. Sinon, je leur dis, si vous voulez pas faire le village de démonstration, on va prendre 4 jours. On va prendre 4 jours, on va camper à côté d'un village. Et là, la première journée, pas d'appareil photo. On va faire connaissance avec les gens, on va apprendre leurs prénoms. Et la deuxième journée, une fois qu'on est à l'aise, on peut commencer à sortir l'appareil, discuter avec eux et tout ça. C'est l'un ou l'autre. Et là, pour le coup, je trouve que c'est plus cohérent et les gens apprécient qu'on prenne le temps et qu'ils sont pas là que pour se faire prendre en photo et qu'on prenne le temps de les rencontrer. Et là, il y a un vrai échange qui se fait. Sinon, les villages de démonstration ou les musées vivants, je trouve que c'est pour les gens qui prennent pas le temps, c'est ce qu'il y a de mieux pour les locaux en tout cas. Et eux, ils ont vraiment envie du coup d'avoir cette rencontre avec le touriste, puisque c'est leur initiative. C'est un travail, c'est un échange de services. C'est un job pour eux, c'est-à-dire que ils vont prendre du temps pour donner à une personne ce qu'elle est venue chercher, à savoir des belles photos, expliquer leur culture, comment ils font à manger, comment ils vont chercher l'eau, et en échange de ça, il est rémunéré. Donc je trouve ça très bien. Généralement, on a un peu du mal à mettre du financier sur une relation humaine. Enfin non, il y en a qui arrivent très bien à le faire, mais mais on trouve ça gênant, alors qu'en fait c'est un échange de services. Quand en France on va avoir des festivals où des Bretons qui vont mettre leur chapeau pointu et défiler dans la rue, et ben tout le monde trouve ça très bien. J'imagine que personne trouve ça sale ou pas éthique ou pas authentique. C'est une mise en scène pour montrer une culture. Et moi je vois pas ce qu'il y a de mal à ça. On avait une dernière question qu'on voulait te poser, qui est un autre sujet, mais je me permets de la poser parce que moi, elle m'intéresse particulièrement. Tu as dit dans une de tes interviews aussi qu'il valait mieux en fait aller voir des espaces. Justement, les espaces qui étaient encore inexplorés étaient parfois pires que de rester dans les mêmes lieux touristiques. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse par rapport à la répartition justement de ces flux-là, de savoir comment dans une destination, peu importe laquelle, et donc là en particulier en Namibie, on va réussir à ne pas trop faire concentrer une seule enfin les touristes en tout cas sur une zone. Comment faire pour les dispatcher? Est-ce que ces zones-là qui sont pas encore explorées doivent rester justement vierges? Est-ce que justement ça n'a pas un peu un effet de surfréquentation? Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Malheureusement, il n'y a pas de réponse oui ou non. Ouais, c'est ça. Ce serait bien qu'il y ait une réponse oui ou non. Ça se travaille sur place, ça se concerte avec les locaux, avec les autorités sur place qui sont le ministère de l'Environnement et du Tourisme ici. Ça va être, encore une fois, trouver un équilibre entre pouvoir dispatcher des petits gens un petit peu partout pour avoir un impact léger, tout en laissant des zones protégées. C'est une science et c'est une réflexion et une concertation commune. J'ai pas de réponse toute simple à ta question, mais je pense que ça doit être fait et ça peut être bien fait si c'est une concertation avec les locaux, avec les autorités, et que surtout on se rende compte que pour les gens qu'on y emmène, ce sera plus qu'une belle photo pour eux. Ce sera aussi vivre quelque chose qui va altérer leur jugement, leur vision des choses et leur apporter quelque chose, quoi, que ce soit fait avec. Il y a un coût à payer certes, mais que ce soit pour quelque chose de concret derrière.
Merci beaucoup pour cette réponse. Ouais, je la trouve un petit peu vague, mais c'est un vrai sujet dont peut-être faudrait parler soit une journée, soit aller voir sur place. Mais c'est un peu dur là en Zoom d'aller vraiment dans le détail sur ce genre de questions. Exactement. Mais du coup, dans tes voyages, tu essaies un petit peu justement de limiter cet impact. Je suppose que tu essaies d'aller dans des zones justement qui sont pas très fréquentées? Oui, 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 oui. Ce qui, du coup, ne me fait pas vraiment limiter mon impact. Au contraire, ce qui le fait augmenter d'aller dans les zones pas fréquentées parce que c'est là où il y a peu d'impact touristique déjà. Mais en tout cas, je fais en sorte que d'une part, je laisse un camp de bivouac plus propre que quand je l'ai trouvé. Je réutilise tout le temps les mêmes bivouacs. J'ai le motto qui est on ne prend que des photos, on ne laisse que des empreintes. Euh, je fais beaucoup de classes vertes avec les jeunes, les enfants, mais aussi les adultes qui se prennent au jeu des oiseaux, de la géologie. J'ai appris très tôt que un guide parle du Big Five, un bon guide parle du reste. Et en fait, il y a beaucoup de choses à voir et à faire dans le désert. Et souvent, les gens ressortent de cette expérience-là en ayant appris quelque chose qui leur fait revoir leur rapport à la nature, qui leur fait revoir les questions de cohabitation. Tu parlais des abeilles ou un essaim d'abeilles, mais ça peut être ne serait-ce qu'une couleuvre en France. Si on parle un peu herpétologie, à Windhoek, moi à Windhoek, donc je suis chasseur de serpents, j'attrape les serpents chez des gens dans les maisons ou dans les jardins. Personne n'est prêt à laisser un serpent chez lui. Par contre, tout le monde va jeter la pierre à un fermier qui chasse un lion et je trouve pas ça très, très cohérent. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je pense qu'il y aura encore beaucoup à dire. Est-ce on va clôturer cette interview avant de passer à la dernière partie. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions avant qu'on passe à la partie du tac au tac? Est-ce que nos petits amis qui sont là avec nous veulent poser des questions à Félix ou pas forcément? Fabrice te faisait une réflexion sur ta barbe, mais je ne sais pas s'il est encore là et qu'il veut te poser la question en vrai, mais il te demandait si tu avais fait pousser ta barbe dans le chat. La barbe, elle pousse toute seule. Fabrice, c'est Julie, du coup, il a mis son pseudo de sa femme, je le vois sur le truc. Fabrice, je vais t'écrire bientôt parce que je suis arrivé en France et je vais essayer de te passer te voir à Annecy dans les 3-4 prochaines semaines. Donc, je te répondrai sur ma barbe quand je te verrai. On pourra même la toucher si tu veux. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut passer. C'est Julie qui répond et qui dit je lui passe le message. On peut passer à la dernière partie au tac au tac si tu veux bien, Félix. On passe à la partie de tu préfères. C'est un petit jeu assez rapide. On se dédouane de toutes les questions qui vont être posées après. Ouais. Est-ce que tu préfères traverser la jungle amazonienne à pied ou tu préfères escalader l'Everest sans corde? L'Everest. Tu préfères porter les mêmes chaussettes pendant 1 mois ou les mêmes sous-vêtements pendant 2 semaines? Sous-vêtements. Tu préfères avoir des yeux de la taille d'une balle de baseball ou des yeux de la taille d'un petit pois? Les yeux en forme de batte de baseball. Tu préfères être couvert de poils ou d'écailles? Je peux choisir quelle partie du corps, avoir les deux ou pas? Oh, tu peux, on n'est pas. Écailles. Mieux glisser. Tu préfères passer ta vie à parler en chantant du lyrics ou marcher en faisant une macarena énervée? C'est quoi le lyrics, la première partie? Tu sais, c'est les chants, je n'imiterai pas parce que je n'ai pas Ah, dommage. Qui vont très dans les aigus. Ah, ou la Macarena en marchant. Il faut vraiment que je réfléchisse à ça. Sûrement la Macarena. C'est sympa. Entraîner les gens. Pour le rythme. Tu préfères avoir un bras en mousse ou être suivi par 250 canards tous les jours? Je préfère traîner un abribus partout où je vais. Tu préfères avoir 2 dents de devant directement en dessous du nez ou ne pas avoir de dents du tout? Les dents de devant. Il faut croquer. Il faut croquer quoi que ce soit, mais il faut. C'est la question spéciale Thomas. Tu préfères manger de l'oie sauvage en pleine forêt ou boire du vin bouchonné pour le restant de ta vie? Oh bah de l'oie sauvage, évidemment. D'ailleurs, ça fait partie d'un truc
Vite fait, par exemple, je reçois des gens qui vont arriver sur les menus et je vais leur proposer de manger du gibier, c'est-à-dire par exemple de l'antilope ou de l'oryx. Et beaucoup de gens vont soit préférer commander, de pas manger de viande, de manger que des légumes, ou alors de préférer manger du bœuf, en pensant que ces deux options-là vont permettre de protéger l'oryx en question plutôt que de le manger. Or, c'est l'inverse qui se passe. En commandant des légumes, tu vas faire venir des camions frigorifiés d'Afrique du Sud qui vont emmener des légumes là où il n'est pas censé en avoir. Donc, il va avoir un impact négatif écologique. En commandant du bœuf, tu vas créer une demande d'exploitation d'élevage extensif de bœuf où on va raser les prairies, où on va limiter tous les prédateurs parce que les veaux ne sont pas faits pour échapper aux prédateurs. Alors qu'en fait, en achetant de l'oryx, tu vas encourager les fermiers à produire du gibier, c'est-à-dire à garder tout un habitat qui va héberger plein d'autres espèces et qui va bénéficier à plein de formes de vie. Et tu vas encourager le pays à produire du gibier, donc à avoir plus de gibier au contrario de bœuf. Donc en fait, là aussi, paradoxalement, c'est plus écologique de manger du gibier localement que de faire venir des légumes d'ailleurs ou de commander du bœuf. Et ça, c'est en le consommant. Et ça, je trouve que c'est aussi un bon moyen de voir aussi le tourisme. Ça peut aussi se voir comme ça. C'est en le consommant qu'on peut avoir un impact positif, s'il est bien réfléchi. C'est une bonne chose. Enfin, c'est un bon message pour le voyageur de toujours pouvoir, quand on peut, manger local. Je pense que c'est hyper important. Yes. Bon, on va continuer. Je te laisse, Oriane, continuer. Il en reste. Une petite question, il en reste 2 et après c'est fini. Tu préfères faire un bisou sur le pied d'une personne hyper sale pendant 10 minutes ou rester enfermé dans la cage d'un lion affamé pendant 10 secondes? Mais les bisous avant tout. Et enfin, la dernière, tu préfères passer le reste de ta vie dans une tente sans eau ni électricité, mais avec tous tes proches, ou vivre la vie de prince dans un palace, mais solo? Les autres, c'est l'enfer quand même, non? Mais bon, la tente, c'est le paradis. Bon, sûrement la tente pour le plaisir de la tente, mais je suis pas convaincu que ça se passe très très bien là, non plus. Tu as l'habitude, mais pas en famille peut-être. Ouais. Et après, je sais pas si je préfère répondre aux questions de Thomas Loubert toute ma vie ou bien devoir mettre des chaussures 10 fois ma taille toutes les nuits quand je dors. Je sais pas encore. On lui dira. Bah, merci beaucoup Félix d'avoir passé ce moment avec nous. C'était super sympa et très enrichissant. Et tout le monde te le dit dans le chat en plus. Donc merci beaucoup à toi. Merci pour votre intérêt et vous entendrez parler d'Eco-Safari prochainement, là, dans les prochaines semaines. Et on pourra se parler directement avec qui le veut. Merci beaucoup pour votre intérêt et votre écoute. Merci. Ciao.